Mais moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'aime beaucoup le fait que je suis venu dans la diaspora et que je ne suis pas resté en République démocratique du Congo. Parce que quand vous grandissez en République démocratique du Congo, c'est quand même difficile. Donc, si je suis ici devant vous et je vous dis que je suis... parce qu'il y a des gens souvent qui disent ça. Ils disent, vous qui êtes à la diaspora, vous parlez beaucoup, c'est parce que vous ne vivez pas les réalités du pays. C'est pour ça que vous êtes en train de dire un peu toutes les choses que vous êtes en train de dire. Mais moi, je ne veux pas mentir. Ça fait du bien d'avoir quitté la République démocratique du Congo. Ça fait du bien. J'aime le fait que je me suis retrouvé dans la diaspora. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes aussi au Congo qui essaient de venir vers la diaspora. Donc je comprends toutes ces choses et on ne doit pas se cacher certaines choses. Il y a des meilleures écoles ici, il y a des meilleures opportunités. Mais ce que je disais est que grandir en République démocratique du Congo, c'est difficile. La situation est vraiment difficile et je comprends les gens qui veulent quitter le pays. Et c'est pas que ma famille était pauvre ou bien on était en train de passer des moments difficiles, mais je sais il y a des gens qui étaient plus pauvres que nous, qui ont passé des moments encore plus difficiles que nous. Nous, on habitait au camp Mimosa, c'est qui est à Kinsuka Pêcheur, donc j'étais entre le camp Mimosa et la Cité Verte. Donc ça, ce sont les deux principes, principales. Ça, c'est les deux locations où je me connais. C'est là que j'ai grandi. Et ce que je disais, plus à Mimosa qu'à la Cité Verte, mais des deux côtés. Et ce que je disais était que quand vous êtes à Mimosa, les gens qui habitent à Mimosa, c'est quand même des gens, je ne sais pas si on peut se considérer middle class, mais quand on regarde les familles congolaises, on va dire que les gens qui habitaient à Mimosa à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, sont quand même ont toujours été des gens qui ont un certain niveau de vie. Je crois qu'on appartient à la middle class. Si vous regardez comment les classes sociales sont en République démocratique du Congo, je dirais que les gens qui habitaient à Mimosa pendant les années 90, c'était quand même des gens que moi je vais considérer les gens qui sont dans la middle class. Parce qu'ils n'étaient pas pauvres et ils n'étaient pas riches. On vivait quand même une vie qui était quand même un peu décente. Bon, il y a d'autres peut-être qui étaient riches, mais la plupart vivaient quand même une vie qui est décente. Et tout autour de Mimosa, c'est aussi la même chose. Donc, quand vous parlez de Kinsuka Pêcheur, il y a des grandes maisons, il y a des gens il y avait beaucoup qui ont de l'argent qui construisaient là-bas aussi. Mais en général, il y a une certaine pauvreté qui est autour. Donc, partout autour là, que vous soyez à Mimosa, que vous soyez à l'extérieur de Mimosa, vous êtes quand même exposé à la pauvreté. Vous voyez les difficultés du Congo, malgré que vous êtes dans des quartiers comme ça. Et nous, on considérait quand même, grandissant, on considérait que Mimosa était un bon quartier. Donc je ne sais pas si c'est le cas jusqu'aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, c'était quand même un des quartiers qui était un peu bon, je ne vais pas dire prestigieux, mais je vais dire que c'était un des bons quartiers de la ville. Mais ce que je disais était que quand vous grandissez au Congo, vous regardez, il y a toujours cette pauvreté autour de vous. Partout où vous allez partir. Si vous allez à l'école, vous allez au marché, il y a toujours cette pauvreté qui est autour de vous. Et quand vous êtes en train de grandir en République démocratique du Congo, vous êtes en train de traverser toute cette pauvreté. C'est un peu comme un fardeau sur votre dos. C'est quelque chose que vous vivez. Et quand vous allez à l'étranger, vous arrivez à l'aéroport, vous sentez comme si le fardeau s'est enlevé. Même vous qui partez, qui habitez au Congo maintenant, qui allez souvent en vacances en Europe ou bien dans des autres pays africains, il y a des fois vous arrivez à l'aéroport et vous arrivez dans votre hôtel et vous sentez comme si le fardeau là de la République démocratique du Congo s'est enlevé. Et c'est quelque chose qui est réel. Et c'est avec ça, quand vous avez grandi au Congo, vous avez grandi avec ce fardeau-là. C'est pas que votre famille était riche, c'est pas que votre famille était pauvre, c'est seulement le fait que vous avez toujours grandi avec un fardeau sur votre dos et c'est la pauvreté qui était toujours autour de vous. Si vous ne souffrez pas vous-même, vous allez voir, vous connaissez quelqu'un qui souffre. Ou bien vous êtes en train de voir quelqu'un qui est en train de souffrir. Donc vous pouvez être là, vous êtes en train de boire un sucré, mais devant vous, vous voyez des gens qui sont vraiment affamés.
Et c'est une réalité qui est lourde. Déjà que quand vous êtes un enfant, vous êtes en train de grandir plusieurs années et vous êtes exposé à ça. Ça devient un peu comme votre seconde nature. Et ça, c'est ce que je dis qui est la chose la plus difficile quand vous êtes en train de grandir en République démocratique du Congo. Et il y a des gens peut-être qui vont dire « Ah, votre famille avait des moyens », d'autres vont dire « Votre famille était pauvre ». Mais c'est pas vraiment là, c'est pas là le damage. Le damage vraiment c'est fait dans... on peut pas appeler ça un damage parce que ce que j'ai envie de dire dans tout ça est que c'est ce que j'ai traversé pendant cette période que j'habitais au Congo. C'est ça qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc mon identité en tant que Asher Manono, c'est fait par ce que j'ai traversé pendant que j'étais en train de grandir au Congo. Donc ça fait de vous, peut-être on disait ça en blaguant, peut-être on disait ça seulement entre nous, ce sont les histoires seulement des Congolais, mais en réalité c'est ça vraiment qui définit qui on était en tant que Congolais. Les gens en République démocratique du Congo, ils croient à ces histoires, ils croient à l'effort perso. Les gens en République démocratique du Congo croient que Koseka Mobali était Sokina Akufina Note. Les gens en République démocratique du Congo croient à ligne 11, chemin de fer, l'homme doit se battre. Les gens croient à toutes ces histoires en République démocratique du Congo. Et moi, quand j'ai grandi aussi en République démocratique du Congo, c'est à ça que j'étais exposé. Donc c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est ça même mon DNA. Mais ce que je suis en train de dire dans tout ça, la façon dont on est en train d'utiliser notre expérience en tant que Congolais est différente dépendant de notre parcours après qu'on ait quitté la République démocratique du Congo. Vous allez voir que les Congolais qui vont dans la diaspora, eux, effort perso, surtout la diaspora américaine, pour eux, le effort perso, pour eux, l'homme doit se battre, c'est différent. Ça signifie quelque chose de différent pour eux que les Congolais qui sont restés au pays. Ici, effort perso, ça veut dire que tu dois travailler tes jobs. Tu dois garder les billes payées, tout ça, ta famille doit avoir une place où rester. Tu dois take care, tu dois être responsable. C'est ici que les gens sont en train de chercher ça. Comme on dit aux États-Unis, c'est la poursuite de la happiness. Les gens sont en train de poursuivre le happiness. Donc les gens sont prêts à travailler, effort perso pour travailler. Donc ça, c'est un caractère directement qui est congolais. Quand je viens aux États-Unis, c'est facile. Je viens ici, je vois des gens qui ne travaillent pas. Moi, j'ai grandi au Congo, je sais déjà effort perso. Même si au Congo, j'étais un voyou. Parce qu'il y a des gens, quand ils étaient au Congo, les gens disaient que, ok, il ne va pas réussir dans la vie, il ne va pas faire ça, il ne va pas faire ça. Et cette personne se retrouve maintenant dans un pays étranger. Et vous voyez maintenant que tout ce qu'il a appris en tant que Congolais, c'est ça qui est en train de le drive. Il commence à faire des efforts perso, il commence à faire de l'homme doit se battre, chemin de fer. Donc même quand il est en train de souffrir, il n'y a personne là qui est là vraiment pour l'aider. Tout se fait par lui. Et c'est comme ça que beaucoup d'immigrants, quand ils viennent ils quittent le Congo, ils viennent aux États-Unis, c'est comme ça leur attitude. Et maintenant, quand vous parlez maintenant des gens qui sont restés au pays, vous voyez que les mêmes histoires, les mêmes histoires que nous on a traversées ensemble, parce que moi quand on parle de ligne 11, moi je faisais le pied de Elikia. Quand j'étais, peut-être il y a des gens qui ont fait plus que ça, mais moi je faisais vraiment le pied de Elikia, là-bas à la gare centrale, là, jusqu'à Mimosa. Donc de Elikia jusqu'à Mimosa, et vous êtes en train de passer par le camp Tchatch. Donc imaginez déjà que vous êtes en 3e secondaire, 2e secondaire, et vous êtes en train de faire le pied d'Elikia jusqu'à Mimosa. Ça, c'est quelque chose qui va rester en vous toute votre vie. Quelle situation dans le monde pourra répliquer ce que j'ai vécu là-bas? À cet âge, pendant ce moment, avec la pauvreté autour de moi. Donc, la marche, tout ce que j'ai vu quand j'étais en train de marcher. Et puis vous êtes en train de passer maintenant, vous êtes en train de traverser maintenant le camp Tchatch pour arriver maintenant. Donc, je traverse le camp Tchatch vers 18h, 19h pour arriver maintenant à Mimosa. Au camp Tchatch aussi, tous les militaires savent que Oba na Mimosa. Donc, ça, ce sont des expériences que il n'y a rien qui peut me préparer vraiment dans la vie aux États-Unis qui va dépasser ça.
Donc tout ce qu'on a vécu, nous les Congolais qui ont grandi au Congo, c'est quelque chose vraiment de powerful pour nous. Et c'est que je disais que c'est bizarre que les autres, beaucoup de Congolais qui sont restés au pays, eux ça signifie quelque chose pour eux à cause de leur réalité. Et fort perse signifie quelque chose d'autre. Et fort perse peut-être c'est je dois réussir à tout prix. Même si je dois poignarder mon voisin, je dois réussir à tout prix. Donc ça c'est ce qu'eux ils ont retenu de effort perso. Quand vous dites que l'homme doit se battre, chemin de fer, eux ils ne veulent pas passer par le chemin de fer, eux ils veulent la corruption. Donc tout ce que nous on a appris ensemble, on a vécu ensemble, ça dépend de votre parcours, où vous allez vous retrouver. Il y a d'autres Congolais qui sont nés en Europe. Ils n'ont jamais connu tout ce que leurs parents ont connu. Ils sont nés en Europe. Mais la plupart aiment le Congo et ils sont en train ils ont la même attitude. Vous allez voir, même en Europe, vous voyez qu'il y a beaucoup de Congolais qui se lancent dans la politique en Europe. Et ils sont en train de gagner en Europe parce que leur réalité où ils ont grandi, c'était en Europe. Mais ils ont quand même cet effort perso, ils ont l'homme doit se battre, ils ont toutes ces histoires, ils ont tous ces attributs à partir de leurs parents. Mais ils sont en Europe, des jeunes personnes, et ils se lancent dans la politique et ils sont en train de gagner en Europe. Mais ça, normalement, ce sont des gens qui doivent être en République démocratique du Congo. Vous devez avoir des gens comme ça qui ont grandi en République démocratique du Congo et qui défendent les Congolais. Mais ça, c'est ce qu'on ne retrouve pas. On retrouve pas. Ce qui est bizarre est que même quand vous êtes en République démocratique du Congo et que vous allez à l'extérieur du pays, dans tout ça, nous tous, on ne se retrouve pas. Parce que si vous regardez maintenant la plupart des gens qui ont dirigé le pays, ce sont les gens qui venaient de cette diaspora. C'est bizarre quand même qu'en République démocratique du Congo, on fait tout pour envoyer nos enfants à la diaspora. Mais quand ces enfants viennent à la diaspora, ils apprennent ce qu'ils ont appris à la diaspora. Il n'y a pas un pipeline pour qu'ils puissent revenir au pays et qu'ils puissent appliquer ce qu'ils ont appris à la diaspora. Et la plupart de nos dirigeants sont en train d'envoyer leurs enfants en Europe pour aller étudier en Europe. Moi, je ne veux pas dire que ces enfants n'ont pas étudié. Moi, je ne connais pas leur vie en Europe. Mais vous qui êtes en Europe, vous savez ce que ces gens sont en train de faire. Et ces gens rentrent au Congo et ces gens sont dans les personnes qui sont en train de diriger le Congo. La plupart de ces gens, leurs parents étaient déjà des politiciens. Leurs parents étaient déjà eux, ils étaient les Banabiens. Quand on était en train de grandir au Congo, leurs parents, ils étaient déjà les autorités, les Banabiens. Mais ces enfants-là viennent en Europe, ils viennent dans la diaspora, où ils étaient censés peut-être étudier ou faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ou ils ne l'ont pas fait. Mais somehow, ces gens rentrent au Congo et ils sont en train maintenant de diriger le Congo. Et vous regardez comment notre pays est en train de souffrir de tout ça, dans la corruption, dans toutes ces histoires. Et vous vous demandez, c'est quoi qu'ils ont appris dans la diaspora? Est-ce que tous les gens qui viennent de l'Europe sont comme les gens qui sont en train de nous diriger? Et ça, c'est quelque chose que la diaspora européenne doit commencer à parler de ces sujets pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que regardez un peu cette situation. Nous tous, nous avons grandi au Congo. Nous tous, nous avons traversé toutes ces situations que je suis en train de dire. Mais comment se fait-il que ils étaient dans des meilleures conditions que nous? Nous, quand on était au Congo, ils étaient les Banaya. Ils viennent en Europe et vous qui êtes de la diaspora, vous dites que ces gens sont venus en Europe, ces gens sont des chécoulistes, ces gens n'ont pas étudié. Mais comment se fait-il que ces gens qui n'ont pas étudié, ces gens qui sont des chécoulistes, sont les gens qui rentrent au pays et qui sont devenus, qui deviennent riches, qui deviennent successful? Comment se fait-il qu'ils ont ce support-là pour rentrer dans le pays? Parce que vous les connaissez. Si ces gens étaient des chécoulistes, toutes ces histoires, vous savez ça avant les élections. Et vous les avez même aidés à gagner le pouvoir. Parce que traditionnellement, les Congolais partent vers la diaspora européenne et la diaspora sud-africaine. Mais je ne vois pas vraiment, je ne peux pas dire que la diaspora sud-africaine a échoué parce que je ne vois pas vraiment cette diaspora sud-africaine anglophone qui est en train de gérer le Congo.
La plupart des gens que je vois gérer le Congo, c'est la diaspora, les gens qui ont fait la diaspora européenne. C'est même pas les autres pays de la diaspora africaine. Et c'est même pas les gens de la diaspora américaine, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Donc on doit vraiment tourner le dos, on doit vraiment tourner notre regard vers la diaspora européenne et se demander qu'est-ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être que d'autres diasporas puissent s'organiser? Est-ce que ce n'est pas la faute des autres diasporas parce que vos pays sont un peu plus développés, donc ça, vous dites que ok, on s'en fout du Congo, et les gens qui sont en Europe, eux, ils vivent d'autres réalités, ils n'ont pas ces opportunités, donc ils se lancent dans des crimes, dans des violations, et ce sont les gens qui ont ce courage-là de rentrer au pays. Et comme je disais, que eux, ils travaillent aussi de la même façon. Eux, ils ont appris leur effort perso. Ça veut dire que quand ils viennent en Europe, ils s'installent en Europe, la politique entre l'Europe et ce qui se fait à Kinshasa, ce sont des copes. Ça veut dire que la personne qui va t'appuyer pour te mettre au pouvoir, c'est avec cette personne que vous allez vous enrichir. Eux, ils voient ça aussi comme un effort perso. C'est notre régime, c'est notre pouvoir. Vous, comment vous pouvez les demander de réussir pour vous ou bien de changer les choses au Congo pour vous quand c'est leur effort perso à eux-mêmes? Ou bien c'est comme ça qu'eux, ils voient ça. Parce que vous ne les avez pas donné l'argent pour rentrer au Congo. Et qui dans la diaspora européenne, ou bien je ne sais pas n'importe quelle diaspora, a donné l'argent à l'UDPS, ou bien vous vous êtes organisé, vous avez donné l'argent à l'UDPS pour qu'il gagne la campagne électorale qui vient de passer? Qui l'a fait dans la diaspora européenne? Comment vous allez vous attendre que ces gens-là puissent commencer maintenant à vous aider et à répondre maintenant à vos revendications, quand eux-mêmes ils sont arrivés au pouvoir de leur propre effort perso dans la politique congolaise? C'est ça, en fait, le problème de la diaspora. Vous êtes en train de voir ces gens venir, vous les supportez, vous les aidez, vous êtes en train de vous les donnez peut-être vos chaînes de télévision, vous les donnez des interviews, vous donnez le support sur l'Internet, vous marchez pour eux, vous les envoyez des messages. Donc, vous êtes en train de faire leur campagne, en fait. Ce sont vos autorités morales. Et vous êtes là, vraiment, vous êtes dans la politique. Vous êtes en train de supporter un camp ou un autre camp. Mais ils le font seulement avec votre support de Yamalo Barara. Le support financier, vous ne savez pas d'où ça vient. Ça ne vient pas de vous, les Congolais. Comme je disais dans l'épisode passé, le Congolais a un problème de lever les fonds. Le jour que la diaspora congolaise aura cette capacité de lever les fonds, vous n'aurez pas les mêmes dirigeants qui étaient les Banaya d'avant qui seront en train de diriger le Congo. Vous aurez d'autres personnes qui seront en train de diriger le Congo. Parce que si vous levez les fonds, vous aurez vos propres lobbies et c'est comme ça que vous allez influencer la politique en République démocratique du Congo. Mais les Banaya là, quand ils viennent en Europe, qu'ils partent à l'école ou qu'ils n'aillent pas à l'école, ils ont toujours la politique, pour eux, c'est dans la famille, c'est un cop de la famille. La diaspora congolaise n'arrive pas à lever les fonds pour influencer ce qui se passe dans notre pays. Mais c'est bizarre que les gens qui sont, vous appelez peut-être les chécoulistes, les gens, eux, ils sont en train de lever les fonds. Ils lèvent les fonds avec les richesses de votre pays, ils lèvent le fonds avec ce que leur pays, la corruption. Mais vous, les gens qui sont intelligents, comment vous êtes en train de les supporter et les permettre d'arriver dans ces positions? Parce que c'est dans la diaspora européenne que ça commence. Si vous regardez toute notre histoire, c'est à la diaspora, historiquement, c'est la diaspora européenne. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont intelligents et je sais qu'il y a des gens qui sont successful dans cette diaspora. Mais comment se fait-il que ceux qui nous dirigent, ce ne sont pas les meilleurs d'entre vous? C'est là que je dis que les Congolais, vous devez apprendre à lever les fonds. Nous tous, les Congolais, que ce soit la diaspora européenne, que ce soit la diaspora aux États-Unis, parce que c'est les mêmes problèmes partout. La diaspora européenne, c'est la seule vraiment qui, comme je disais, qui rentre au pays, qui est vraiment en connexion avec le Congo. Et ce que je disais était que les diasporas américaines, je trouve, ou bien anglophones, je trouve que leurs pays sont un peu plus stables
Et les Congolais qui habitent dans ces pays ont tendance à oublier le Congo. Et c'est aussi une faute de cette diaspora, parce que nous tous, on a le devoir maintenant d'être une Volve. On ne peut pas rester seulement dans notre diaspora américaine et dire que, ok, la diaspora européenne va aller changer le Congo. On ne doit pas voir ça de cette façon. On doit voir ça c'est un échec collectif, en fait. Toutes les diasporas doivent apprendre à lever les fonds. On doit apprendre à parler du Congo, à utiliser nos connexions où nous sommes, lever des fonds et commencer à choisir qui nos dirigeants seront. Il y a des politiciens qui se trouvent maintenant en Europe, des petits jeunes qui sont en train de se lancer dans la politique en Europe, que nous tous, nous pouvons appuyer pour être les dirigeants de demain. Bon, je ne dis pas nous tous, mais je dis que ceux qui aiment la politique, ceux qui se lancent dans la politique, vous les gens qui sont dans la diaspora européenne, vous pouvez soutenir un de vos fils qui a grandi là-bas, qui vous trouvez est un politicien modèle, vous les soutenez financièrement et cette personne sera redevable vers vous. Mais si cette personne-là arrive au pouvoir au Congo à cause d'une autre des gens de Kin ou bien de la corruption et toutes ces histoires, ou bien c'est un pouvoir qui vient des familles du Congo, ça, il sera redevable à ces gens. Ils ne seront jamais redevables à vous, la population. Parce qu'ici, on ne parle même pas de short term. Moi, je ne regarde pas qui sera le président pour les prochaines élections et tout ça. Ici, je suis en train de parler d'un long-term strategy. Comment on peut utiliser notre diaspora effectivement, plus efficiently. La seule façon vraiment de mettre fin à la géopolitique, c'est le peuple congolais doit se prendre en charge lui-même. Le peuple congolais doit commencer à s'organiser, à cotiser de l'argent et à commencer à choisir leurs propres dirigeants. Vous devez créer votre lobby, un lobby congolais qui est là pour supporter les Congolais qui ont des valeurs. Et c'est comme ça, parce que si vous partez seulement de famille en famille, la situation va rester dans les tribus, la situation va rester... Vous devez être en mesure de vous organiser, que ce soit que vous venez de n'importe quelle tribu, vous pouvez trouver un groupe, une personne qui va vous représenter. Vous enlevez les histoires de géopolitique dans vos chartes, vous regardez les choses d'une façon différente. Vous créez des groupes de Congolais qui ne sont pas des mêmes tribus, mais qui aiment le Congo et qui s'en foutent de la personne qui sera à la tête de cette organisation. Vous avancez comme ça, vous cotisez votre argent et vous commencez à présenter des gens qui seront en mesure, des dirigeants qui seront en mesure de résoudre les problèmes au Congo. Parce que vous, dans la diaspora, vous avez des jobs, vous avez quand même cette income. Vous pouvez donner 5 $ ici, 2 $ ici. Vous pouvez vous organiser pour faire le changement. Parce que même quand vous regardez la campagne de Barack Obama, c'était l'une des campagnes qui avait fait le plus d'argent dans l'histoire des campagnes aux États-Unis. Mais la moyenne que les gens étaient en train de donner pour cette campagne, c'était 5 $. Maintenant, vous avez des diasporas en Europe, aux États-Unis, vous avez des diasporas au Canada, que ce soit en Australie, au Brésil, vous avez des gens qui sont en Chine. Comment vous tous, les Congolais, vous n'êtes même pas organisés, même en bloc? Ne regardons même pas dans les secteurs des villes, même en bloc seulement comme un pays, et avoir une organisation qui va commencer à produire des dirigeants qui se lancent dans la politique, des gens qui aiment la politique. Parce que vous avez déjà des Congolais à l'extérieur qui sont dans la politique. Bon, donnez-les la possibilité de partir au Congo et changer les choses. Cotiser sur eux. Parce que les Blancs ont confiance en eux dans un pays étranger. Ce n'est même pas leur pays, mais les Blancs sont en train de voter pour eux. Mais vous-même, vous vivez en Belgique, vous ne votez même pas pour les Congolais qui sont en Belgique. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce que c'est là que vous changez les choses. C'est ça la stratégie. Quand les parents en République démocratique du Congo envoyaient leurs enfants à l'étranger, la stratégie était vraiment que vous partez à l'étranger, que vous puissiez apprendre de l'étranger et rentrer pour arranger le Congo. Vous n'allez pas partir à l'étranger et rester à l'étranger. Ce n'était pas ça la stratégie. Je ne dis pas que tout le monde doit rentrer au Congo parce que nous tous on a des réalités différentes, mais je dis que c'était ça l'idée. Même les gens qui sont en train de diriger le Congo maintenant,
quand ils sont allés étudier en Europe, leurs parents les ont envoyés là-bas pour rentrer avec les compétences. Maintenant, il y a la technologie, vous pouvez faire ça à partir de YouTube, vous pouvez faire ça à partir de plusieurs endroits. Mais c'est ça l'idée. L'idée était de give back à la République démocratique du Congo. Ce qui se passe maintenant, ce qui est bizarre, est que ceux qui ont grandi dans le même pays que nous, avec le même fardeau, en train de voir la pauvreté autour de nous, ces mêmes personnes qui partent à l'étranger rentrent en République démocratique du Congo et ils font aussi comme leurs parents. C'est ça qui est bizarre. Et la diaspora congolaise n'arrive pas toujours à s'organiser et à lever des fonds pour influencer la politique dans son pays. What?